Félicitations! Si vous êtes ici, c'est qu'un éditeur de livres s'intéresse à vous. C'est déjà un très grand accomplissement. Alors je réitère, félicitations. Mais avant de rentrer dans l'écriture, il y a quelques points contractuels que vous devez régler. C'est le fameux contrat d'édition. Et si c'est votre première fois et que personne dans votre entourage n'a jamais publié, vous manquez peut-être un peu d'informations. Après cette vidéo, vous ressortirez en comprenant mieux comment fonctionne un contrat d'édition et vous aurez quelques clés qui vous aideront à négocier votre premier contrat. Notez que cette vidéo restera généraliste puisque tous les contrats d'édition sont confidentiels et sont ajustés à l'auteur ou l'autrice et à la maison d'édition. Je ne prendrai donc pas d'exemple tiré de mes propres contrats puisque je n'ai pas le droit de le faire, mais rassurez-vous, ils se ressemblent tous quand même dans les grandes lignes et les exemples que vous pouvez trouver sur internet sont aussi très proches de la réalité. On attaque avec le premier conseil et probablement le plus important de tous. N'acceptez pas directement votre contrat. Le premier contrat que vous allez recevoir est un support à la discussion et non une fin en soi. Ce qui est d'ailleurs valide pour quasiment tous les contrats. Mais dans la toute première version du document, vous allez probablement voir des choses qui ne vous conviennent pas du tout et qui vous pousseraient à refuser de travailler avec eux. Non, c'est vraiment juste la première version du contrat, c'est juste un point de départ à la conversation. C'est un document qui est fait pour être discuté, pas pour être accepté directement. Quand vous signerez, vous devez être à l'aise avec tout ce à quoi vous vous engagez. On négocie pour le bien des deux parties, la maison d'édition et vous. Après, la négociation, c'est large, ça peut aller de faire changer des tournures de phrases, des chiffres, des éléments, éclaircir des points, voire même de supprimer ou faire ajouter une clause. Et c'est pas parce que ça a l'air très officiel que ce n'est pas modifiable. Et ce n'est pas non plus parce que vous négociez que vous allez tout obtenir. D'où le fait que ce soit une négociation. Lisez bien votre contrat en long, en large et en travers, en imaginant les pires situations, comme le fait que vous soyez complètement indisponible pendant la période où vous étiez censé écrire, ou comme le fait que le livre ne se vende pas du tout, ou au contraire qu'il devienne un best-seller, soit adapté en film et qu'on développe des produits dérivés. Deuxième point, et probablement celui qui vous intéresse le plus, mais aussi celui probablement qui se négocie le plus difficilement. L'argent. Sur chaque vente, vous allez toucher un certain pourcentage du prix de vente, et c'est là que vous allez voir qu'à moins de faire un best-seller, écrire un bouquin, c'est plus par passion que par intérêt financier. Bon alors déjà, le pourcentage, c'est pas quelque chose de fixe. En général, pas toujours, mais en général, il dépend de combien de livres s'écoulent, et ça se présente sous la forme de paliers. Vous toucherez un certain pourcentage pour, mettons, les 10 000 premiers livres, un autre un peu plus élevé pour les 10 à 20 000 livres suivants et un autre pourcentage encore plus élevé au-delà de 20 000 ventes. Je donne des paliers comme ça de 10 000, 20 000, mais ça dépend complètement des contrats. Les paliers ne sont pas du tout coulés dans le béton. Alors, quels pourcentages sont associés à chacun de ces paliers ? Si vous êtes ce que l'on appelle un premier auteur, dans le sens où c'est la première fois que vous allez être publié par une maison d'édition traditionnelle, ça veut dire que techniquement, l'éditeur prend un risque en pariant sur vous, parce qu'il n'a aucune idée de si cette publication lui fera une perte ou un gain. Les pourcentages classiques, c'est d'avoir du 8, 10, 12. C'est-à-dire 8% pour le premier palier, 10% pour le deuxième et 12% pour le troisième. Alors attention, les chiffres qu'on donne ici, c'est si vous êtes le seul et unique auteur, avec un contenu basé sur du texte en noir et blanc ou très peu de couleurs. Plus vous avez de couleurs, donc plus les coûts d'impression sont élevés, plus vous allez être nombreux à travailler sur le projet, comme avec un illustrateur ou une illustratrice, plus ces chiffres peuvent baisser. Si on reste dans la considération juste d'un livre classique, avec juste du texte en noir et blanc, si on vous propose 6% pour le premier palier, c'est que vraiment l'éditeur a peur de ne pas rentrer dans ses frais, et si on vous propose 10%, c'est que probablement votre nom, votre réputation peut garantir un certain nombre de ventes. En tout cas, inutile d'espérer des chiffres mirobolants, à moins que vous vous appeliez Jean d'Ormesson, qui est connu pour avoir eu des contrats à 18%. Si on s'amuse à faire le calcul, votre livre, mettons qu'il se vend à 20 € ou 20 $, peu importe, vous allez récupérer 1,6 € ou $ brut avec ces 8% là. Donc c'est pas un énorme gain quand même. Autre chose importante à savoir, c'est que ce pourcentage-là, vous le toucherez que 1 an après la publication du livre, parce que les maisons d'édition ne semblent pas vraiment flexibles à faire des versements autrement que annuels, ce qui implique qu'entre le moment où vous commencez à écrire, où vous négociez votre contrat, et le moment où vous recevez vos droits, il se passe plusieurs années. Sauf que, a priori, votre loyer ne se paye pas avec un pari sur les ventes. C'est pour ça qu'on arrive au troisième point.
L'avaloir, c'est une avance que la maison d'édition vous donne en prévision de ce qu'elle pense que vous allez arriver à vendre. Exemple, votre livre se vend 20 $. Et vous touchez 8% de ces 20 $, soit 1,6 $ par livre. Admettons que vous vendiez 1000 bouquins, donc vos droits s'élèveraient à 1600 $ de gain pour vous, que la maison d'édition vous reversera au bout d'un an. Sauf si vous avez eu un avaloir, c'est-à-dire une avance sur vos gains. On continue dans les spéculations. Disons que la maison d'édition vous a donné 1000 $ au moment de votre écriture. Alors ça veut dire que un an après la publication, vous ne toucherez plus que 600 $ puisque vous avez déjà touché les premiers 1000 $ avec votre avance. Et c'est là que vous comprenez le risque. La maison d'édition va être assez conservatrice avec ce qu'elle vous donne en avaloir parce qu'elle ne sait pas combien de livres vous allez vendre. Et si jamais elle vous donne 2000 $ et que vos droits ne s'élevaient qu'à 1600 au bout d'un an, dans ce cas-là, la maison d'édition vous a trop donné et c'est tant pis pour elle. Vous n'aurez pas à reverser ce que vous avez touché en trop. Alors ça, c'était un exemple, mais combien est-ce qu'on peut espérer toucher en avaloir ? C'est dur à dire, l'exemple du 1000 $ ou du 1000 €, c'est faible, mais c'est possible pour un auteur inconnu au bataillon. Et il n'y a pas de limite haute par contre. J'imagine que Stephen King doit avoir un avaloir assez sympa. Et puis là aussi, évidemment, c'est très variable selon le type de livre que vous faites. Une BD ou une nouvelle, on n'est vraiment pas dans les mêmes mondes ni les mêmes chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui permet à la maison d'édition d'être confiante sur le nombre de ventes que votre livre pourrait faire, vous permettra de négocier pour une valeur à la hausse de votre avaloir. C'est d'ailleurs pour ça que les youtubeurs peuvent faire autant de livres. C'est hyper rassurant pour les maisons d'édition, parce que ce sont des personnes qui ont déjà une audience et on se dit que si 1% de l'audience achète le bouquin, ils rentrent déjà dans leurs frais. Et ce, sans faire la moindre promotion traditionnelle. Encore une fois, vous comprendrez qu'à moins d'être un auteur ou une autrice à succès ou une personne ayant une audience incroyablement grande, ce n'est pas l'avaloir qui vous permettra de vous concentrer à 100% sur l'écriture de votre livre pendant plus que quelques semaines, voire quelques mois selon votre niveau de vie. Et vous aurez probablement besoin de travailler en même temps ou d'avoir mis l'argent de côté. Prenez-le en considération quand vous donnez une date de remise de votre manuscrit. À noter que l'avaloir, la raison pour laquelle on le négocie, c'est aussi une façon pour vous de vous assurer que la maison d'édition s'engage à faire la promotion du livre. Plus ils sont engagés financièrement, plus ils auront intérêt à ce que ça fonctionne. Ah oui, et souvent la maison d'édition donne une partie de l'avaloir au moment de la signature du contrat et l'autre à la remise du manuscrit. Et il se peut que vous deviez rembourser la maison d'édition si vous les plantez au milieu du contrat et que vous ne fournissez jamais le manuscrit. Quatrième point, on continue avec le format de livre numérique. De plus en plus, les livres se vendent aussi en format numérique et ce format-là rapporte beaucoup plus à l'auteur ou à l'autrice. Si on se fait un camembert classique de la répartition du prix d'un livre, on met 10% pour l'auteur, on arrondit pour faire simple, 10% pour la fabrication, 20% pour l'éditeur et 60% pour la diffusion et la distribution. En passant en numérique, on fait disparaître les coûts de fabrication évidemment, on réduit aussi de beaucoup la part du libraire en le remplaçant par une sorte de librairie en ligne qui coûte évidemment beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'une édition numérique est souvent plus rentable pour tout le monde, sauf pour le libraire et le fabricant évidemment. Et votre pourcentage à vous en édition numérique est a priori plus élevé que pour l'édition papier. Donc si vous pensez que votre audience achètera plus votre livre en édition numérique qu'en papier, ça vaut la peine de négocier ce point-là. Cela dit, au-delà de la négociation, ça vaut peut-être la peine de vous demander si vous avez besoin d'une maison d'édition, si c'est pour le vendre en numérique derrière. Mais c'est un autre débat. Cinquièmement, les droits à l'étranger. Dans le contrat, même s'il s'agit d'un petit livre sans prétention, on imagine quand même ce qu'il pourrait devenir s'il devenait un best-seller. On prévoit alors quels seraient les droits d'auteur lors d'une vente à l'étranger ou lors d'une édition de poche aussi. Ce n'est pas forcément dans tous les contrats, mais ça peut l'être. Alors peut-être que vous imaginez que votre livre ne sera jamais vendu à l'étranger, que c'est pas la peine de vous attarder là-dessus. N'oubliez pas, on négocie pour la pire des situations, mais la meilleure aussi. Est-ce que la clause qui est devant vous vous semble cohérente avec la façon dont vous envisagez les choses si votre livre devenait un best-seller ? Parce qu'il se peut que ce 8% dont on parlait plus tôt, il fonde comme neige au soleil dès que l'on parle des contrats pour une publication à l'étranger. Donc lisez, évaluez si vous trouvez ça juste et discutez-en. Ça peut valoir la peine de négocier cette partie. Sixièmement, les délais pour rendre le manuscrit. Les maisons d'édition, elles ont de grands événements dans l'année, ce sont les rentrées littéraires. Ils vont donc vous demander de rendre votre manuscrit de façon à se caler sur ces rentrées-là. Mon conseil, c'est de donner votre délai à vous, raisonnable, pour produire le manuscrit et de ne pas succomber à leur insistance quant au délai de production.
si jamais ils sont dans cette philosophie-là. C'est vous qui écrivez, pas eux. Prenez le temps dont vous avez besoin, ne vous rendez pas malade en écrivant jour et nuit juste pour satisfaire les délais de la maison d'édition. Il vaut mieux sauter une rentrée littéraire que d'y arriver à tout prix en finissant sur les rotules et avec un résultat probablement moins satisfaisant. Et n'oubliez pas qu'un livre, ça se consomme pas du tout comme une vidéo YouTube. Un bon livre qu'on a pris le temps de travailler et de peaufiner a probablement plus de chances de se vendre pendant plusieurs années que s'il a été bâclé. Dans ce dernier cas, vous ne pourrez compter que sur des effets de mode. 7e point, le titre et la couverture. Ça, c'est compliqué. La maison d'édition veut avoir la main sur le marketing du livre et beaucoup de ce marketing passe par le titre et la couverture, comme une vidéo YouTube. Et souvent, les auteurs, c'est pas leur compétence de trouver un titre accrocheur et une couverture jolie. Je ne pense pas que vous arriviez à négocier d'avoir la main sur cette partie, et je ne suis pas sûre que ce serait dans votre intérêt non plus, mais peut-être que vous arriverez à négocier votre implication dans le processus du choix, voire un droit de veto, pour un titre qui ne vous conviendrait vraiment pas. En tout cas, je vous le souhaite, parce que je pense que c'est assez important que vous soyez d'accord là-dessus. 8e point, la cession des droits. On est quasiment à la fin de la vidéo, mais pourtant c'est probablement une des premières clauses. Vous cédez vos droits, votre propriété intellectuelle à la maison d'édition, ce qui est absolument indispensable pour qu'ils aient la possibilité de publier vos textes. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas repartir avec vos textes 5 ans plus tard et les faire imprimer par une autre maison d'édition. De même, si vous voulez publier vos textes sur un blog, par exemple, c'est quelque chose dont vous devez parler avec la maison d'édition parce que dans un contrat classique, ce n'est pas permis. Ce qui est quelque part assez logique. Eux essaient de vendre un livre, c'est pas pour que vous mettiez le texte gratuitement en ligne juste après. Même si le sens inverse marche plus souvent. Vous publiez des articles sur votre blog que vous combinez et améliorez pour une édition papier. Ça existe. Mais bref, si vous avez l'ambition d'adapter votre livre sous d'autres formats, parlez-en avant de signer. Ce qui nous amène au droit d'adaptation. Ces droits-là ne sont pas forcément dans absolument tous les contrats, mais cela fait quand même partie des clauses classiques. Ils font référence en général au fait que vos textes soient adaptés pour de l'audiovisuel, donc télé, cinéma. Et là, ça peut aller de la maison d'édition qui s'attribue des droits d'adaptation complets, au point où vous n'avez aucun droit de regard sur les adaptations qui auraient lieu, jusqu'à l'extrême inverse, où ils n'ont aucun droit d'adaptation, et c'est vous qui en gardez le contrôle. À vous de discuter avec eux de ce qui est important pour vous et de comment vous placer dans cette gestion des droits-là. Pensez que si vous laissez complètement les droits d'adaptation à la maison d'édition, vous ne pourrez pas être l'instigateur ou l'instigatrice d'une adaptation. Et si une partie de votre métier est de faire des vidéos comme sur YouTube, je pense que c'est pertinent de garder les droits. 10e point, le droit de préférence. Un grand classique. Si jamais vous faites un carton, la maison d'édition veut vous garder pour de futures publications. C'est ce qu'on appelle le droit de préférence. Cette clause indique que si jamais vous avez un autre projet de livre un jour dans votre vie, vous devrez passer par la même maison d'édition. Et ce sera à eux de dire s'ils sont intéressés ou non. Ils veulent en fait finalement avoir la priorité sur votre prochain ouvrage. Mais il y a tout un spectre des possibles. Vous pouvez essayer de faire supprimer cette clause pour qu'il n'y ait aucun droit de préférence, accepter seulement si vous écrivez directement la suite de votre bouquin, ou bien l'extrême où tous les livres de votre vie passeront par eux. À vous de voir ce avec quoi vous êtes confortable et ce que eux acceptent, évidemment, c'est une négociation. Je vous ajoute un conseil de Nota Bene qui a relu ce script et que j'aime beaucoup. Mon conseil pour négocier, c'est de leur montrer que la clause est inutile. Si mon livre ne marche pas, vous n'aurez pas envie de travailler avec moi. Et si je suis pas content de votre service, je n'aurai pas envie de retravailler avec vous. Si ça se passe bien des deux côtés, alors pourquoi est-ce qu'on irait ailleurs ? Construisons une relation de confiance. 11e point, l'apport de la maison d'édition. Globalement, il y a 3 raisons pour lesquelles on voudrait passer par une maison d'édition et non le faire en auto-édition. Premièrement, pour le prestige que ça représente. Tout le monde ne peut pas devenir auteur ou autrice et ça reste quelque chose de très reconnu d'avoir réussi à publier. Deuxièmement, pour avoir une personne qui nous relie et nous corrige de façon professionnelle. Et si cette personne est vraiment bonne, votre livre peut vraiment gagner en qualité de façon très significative. Troisièmement, pour bénéficier du réseau de vente traditionnel. Les 2 premiers points, le prestige et le choix de la personne qui vous relie, c'est pas des éléments qu'on retrouve dans un contrat. Le troisième, oui. La maison d'édition s'engage à faire la promotion du livre. De toute façon, c'est dans leur intérêt. Tant que le livre n'est pas vendu, sa production chez eux est une perte financière. La promotion classique vous permet, à vous, d'avoir une couverture journalistique, d'être placé en librairie, etc. Chose que vous ne pouvez pas faire en auto-édition. Cela dit, je ne pense pas que l'on puisse contractualiser l'ampleur de la promotion qui sera faite autour de votre livre. Vous vous doutez bien que la communication autour d'un livre de Stephen King ne sera pas la même que la vôtre. Donc oui, c'est leur travail,
mais ne vous attendez pas à une couverture médiatique folle. Vous ne contrôlez pas leur degré d'implication, ce n'est pas indiqué dans le contrat, tout comme eux ne peuvent pas contrôler à quel point vous mettez du cœur à l'ouvrage. Donc le contrat ne fait pas tout. 12e point, les délais de relecture. C'est la dernière chose. Il y a 2 sous-points là-dedans. Premièrement, la seule relecture que vous aurez, ce sera celle de l'éditeur. Si vous souhaitez avoir une relecture par un expert pour valider vos textes, vos dires, soit vous vous débrouillez seul avec votre budget personnel, soit c'est quelque chose dont vous parlez à l'éditeur en amont. Donc pensez-y si vous pensez que c'est nécessaire dans votre cas. Il y a un autre type de relecture, c'est la vôtre. Quand vous aurez fini votre manuscrit, vous allez avoir quelques allers-retours avec l'éditeur, puis viendra le temps de relire les épreuves, c'est-à-dire la version finale qui part à l'imprimeur juste après. Et en général, pour les épreuves, l'éditeur ne vous laisse pas 2 mois pour tout relire. On est plus à l'échelle de quelques jours, et ça tombe quand ça tombe. Je vous conseille de négocier un temps minimum pour vous de relecture, ou au moins de spécifier vos indisponibilités. Ça peut vous paraître anodin. Ça ne l'est pas. Avec tous ces points, on n'a pas couvert l'entièreté de ce que contient un contrat d'édition, mais j'espère que vous comprenez mieux ce que vous allez y trouver. Et cela ne veut pas dire que vous devez délaisser les autres clauses, évidemment. N'ayez pas peur d'avoir une discussion où chacun explique ce qui était important pour lui ou pour elle et pourquoi. Le contrat, c'est simplement un document qui prouve ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Alors, mettez-vous d'accord. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont relu ce script parce que je l'ai pas mal fait relire pour vérifier que cela soit représentatif de ce qui peut exister et non pas de ma seule expérience. En particulier, j'aimerais remercier Nota Bene et Pierre Kerner qui ont permis d'améliorer ce script grandement. Pour ceux qui ont déjà publié dans leur vie, n'hésitez pas à ajouter des informations qui vous semblent importantes en commentaire, et pour ceux qui veulent en savoir plus, allez jeter un œil à ces fameux commentaires, je suis sûre qu'il y aura plein de choses utiles. On se retrouve lundi prochain. Bye.